Les films, ils peuvent être juste un objet, un film, mais ils peuvent aussi être un film et plus. Donc de mon point de vue, la production d'impact, c'est le et plus. C'est-à-dire on va faire un film qui va servir aussi à défendre un thème, une cause ou un mouvement ou soutenir des gens parce qu'on estime que le film porte l'idée et que cette cause, elle est juste ou elle peut faire bouger les lignes. Donc, en plus du film, ou avec le film, on va essayer d'imaginer comment, avec cet outil qu'est le film, mais d'autres outils aussi, on va pouvoir diffuser plus largement nos idées, ou les idées qui sont portées par le film, pour aller impacter sur la vie civile, la vie citoyenne, éventuellement la classe politique, éventuellement les instances internationales, dans l'objectif de soit être dans des solidarités, soit de faire changer une loi, enfin bon, et puis aussi d'informer, parce que l'impact, nous on le conçoit aussi à destination des populations les plus jeunes. Et donc on se dit qu'un film, qui est souvent regardé par des populations adultes, peut aussi rayonner plus largement et permettre aux plus jeunes d'accéder à un thème, de s'indigner, pourquoi pas, d'apprendre des choses aussi, et donc de relayer ce que porte le film. Donc c'est très vaste, hein, la question de l'impact. Mais tous les films ne peuvent pas être des films d'impact. Et à la fois, quand on fait des films documentaires, on veut souvent dire quelque chose, donc souvent, on pourrait accompagner le film d'une campagne d'impact. Alors on a notamment... C'est un peu théorique. Ouais. On a notamment un film, Number 387, qui a donc une grosse campagne d'impact. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que raconte ce film, et ensuite je viendrai à la deuxième question. Alors, numéro 387, vous le verrez si vous êtes là samedi soir. C'est un film qui a un point de départ. Je reviens toujours au point de départ parce que c'est vraiment important. Son point de départ, c'était plein de gens meurent en Méditerranée parce qu'ils ont essayé de venir en Europe en prenant des bateaux pourris. Et en fait, ils disparaissent dans la mer et tout le monde s'en fout. Donc à la fin, on a des chiffres complètement astronomiques. On parle de 30 000, 35 000 disparus en Méditerranée. Et notamment au milieu des années 2010, on a eu des bateaux, plus des bateaux, plus des bateaux, avec des centaines de gens qui étaient sur ces bateaux. Les bateaux chaviraient, les gens disparaissaient, et plus personne ne savait même qui était monté sur le bateau. Donc c'était des êtres humains qui mouraient et qui devenaient rien. On ne les identifiait pas. Et il y a une question qui, pour la réalisatrice Madeleine Leroyer, pour moi, qui était fondamentale, qui est une question quasi anthropologique, qui était... Mais on n'honore pas ces morts. Ils n'existent pas, ils n'existent pour personne. Et c'est incroyable, puisque en plus en Méditerranée, on est dans un bassin où la culture autour des morts est très importante. On honore les morts. Hein. On fait des sépultures, on considère qu'un mort, c'est quelqu'un qui a fait partie de nos vies et qu'on doit célébrer. Donc, on se retrouvait face à un monde nouveau, moderne, dans lequel, quand il y a des morts... Ben, ceux-ci disparaissent sans exister. Or, dans des tonnes de cultures dans le monde, la mort de nos proches compte énormément. On la célèbre, on y est attaché. Et donc, cette question, qui était la question initiale du film, nous faisait dire dès le début du projet du film qu'on ne pourrait pas rester juste là à faire un film. Donc, le film, lui, s'attache tout particulièrement à un naufrage d'un bateau en avril 2015 où il y avait 800 personnes sur ce bateau au point de départ, en tous les cas c'est la seule information qu'on avait, qui a chaviré et qui a coulé, qui est descendu à 1000 mètres au fond de la mer, et les corps sont restés coincés dans le bateau, et le bateau est resté pendant 1 an sous la mer avec les corps dedans. Et nous on a suivi cette histoire parce que la marine italienne a décidé de remonter le bateau avec des techniques très particulières. C'est le seul bateau en Méditerranée qui a été remonté. Et la marine italienne a ramené les corps en Italie et a décidé de réidentifier, de tenter d'identifier qui étaient ces gens. Mais pour les identifier, il fallait donc faire des autopsies, prélever de l'ADN. Mais une fois qu'on a de l'ADN, ça ne donne pas pour autant l'identité de ceux qui sont morts, parce que certains avaient des papiers sur eux, certains n'en avaient pas. Et donc les laboratoires italiens ont décidé de faire des prélèvements pour savoir qui pourraient être ces gens, et ils ont travaillé avec la Croix-Rouge internationale basée à Genève, qui a mandaté une équipe qui a décidé de repartir dans toute la zone d'Afrique d'où on présupposait que les gens étaient partis, pour aller dans des villages, faire des prélèvements ADN et que ça puisse matcher, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une correspondance entre les morts, les restes des morts
et puis des vivants. Donc savoir si dans ce bateau, il y avait tel ou tel fils de telle famille, tel cousin, il y avait majoritairement des hommes. Et donc nous, on a suivi tout le process de cette histoire, qui était très compliqué à suivre, mais qui allait parfaitement dans notre envie aussi de raconter en quoi un mort, c'est pas un numéro. C'est pas juste un numéro, le 810e ou le 783 ou le 387. C'est des gens, ils ont un nom, ils ont une histoire, ils ont une famille, et ça, on devait... Nous, en tous les cas, on souhaitait l'honorer. Et on l'a honoré par le film, mais pas que. Et alors justement, à quel moment dans le film, est-ce que c'était au début, au milieu ou à la fin, à quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on aille vers l'impact, c'est nécessaire? Alors on se l'est dit très tôt parce que justement cette question nous taraudait, c'était devenu une obsession. Pourquoi les morts en Méditerranée sont des numéros? Il n'y a pas que les morts en Méditerranée, hein. Il y a d'autres endroits dans le monde où les gens tentent de migrer et disparaissent, mais en Méditerranée c'est particulièrement spectaculaire. On a ça à la frontière mexicaine, hein. Les gens disparaissent, ils essayent d'aller aux États-Unis et puis ils disparaissent et personne ne saura jamais ce qu'ils sont devenus. Donc très tôt on s'est dit, nous on voudrait que l'histoire qu'on va raconter soit connue de tout le monde. Alors, je le dis pour les gens qui sont avec nous, 800 morts, c'est 2 gros avions. Si on avait eu 2 avions d'Air France qui s'étaient écrasés en Méditerranée pour emmener des touristes en Grèce ou en Turquie, on en entendrait encore parler. Ça aurait été une obsession des familles de vouloir savoir où étaient leurs morts. Et les autorités auraient donné tous les moyens pour aller chercher les morts. Or là, il s'agissait d'un bateau avec des Africains, essentiellement. Il y avait aussi des Syriens, il y avait aussi... il y avait une quinzaine de nationalités sur le bateau, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc personne n'en avait rien à faire. Donc nous, dès le début du travail sur le film, on était indignés par ça. Donc cette indignation nous a amenés à réfléchir à comment nous, on pourra faire exister. Comment le film pourra servir à ce que, une fois que le film sera diffusé, sera projeté, sera dans les cinémas ou sur des télévisions, ça suffira pas puisque les gens de Mauritanie, du Mali, de certains villages sénégalais, ils ne le verront jamais le film. Comment on fera pour que eux, ils sachent quelle est l'histoire de leur fils, cousin, neveu, etc. Donc on a commencé par imaginer une première chose qui était un peu fantasmagorique. On s'est dit, bon, c'est tellement scandaleux qu'il faut qu'il y ait une autorité supérieure qui se charge des morts en Méditerranée. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune personne en charge des morts en Méditerranée, ni dans les instances de la communauté européenne, ni dans les instances de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 000, bon, on sait que maintenant il y en a 35 000, bon, 30 000 personnes qui sont décédées dans la mer Méditerranée, mais personne, tout le monde s'en fiche. Donc notre première idée, c'était de faire une campagne pour faire nommer un haut commissaire aux morts en Méditerranée. Et puis assez vite, on a compris qu'on n'arriverait jamais à ça. Et qu'il fallait plutôt s'intéresser aux familles, à ceux à qui on ne raconte pas leur histoire, puisque, évidemment, tout est compliqué. C'est-à-dire que même si les autorités italiennes trouvaient une identité, comment elles allaient ensuite faire savoir que la personne était décédée à des familles qui sont très loin, dans des pays où la communication est très compliquée. Donc notre objectif a été de nous dire comment on ramène cette histoire de là d'où elle vient. Ils ont tenté un voyage, ils sont morts, nous on fait un film, et il faudra qu'on ramène cette histoire chez eux. Donc on a à partir de là imaginé, alors je vous montrerai après les trucs de la campagne, mais on a imaginé, après beaucoup de gamberges, hein, on a fini par se dire, il faut montrer le film. Mais alors, comment montrer le film à des gens qui ne parlent pas français et qui ne parlent pas anglais? Donc, il faut faire traduire le film dans tous les langages locaux. Donc, il va falloir de l'argent. Et puis, pour leur montrer, il n'y a pas de cinéma. Donc, on ne va pas arriver juste avec un ordinateur. Il faut que tout le village puisse voir le film. Donc, on va créer un cinéma mobile. Ok, on va créer un cinéma mobile, mais alors, si on arrive, qu'on montre le film et que les gens s'aperçoivent que c'est un proche et qu'ils n'ont pas été prévenus, ils vont avoir un choc. Donc comment on accompagne cette information? Parce qu'on ne peut pas arriver dans un village, montrer une histoire, et tout d'un coup les gens ils vont découvrir qu'en fait leur proche est mort, personne ne les a jamais tenus informés, c'est nous qui revenons leur dire, et ils n'ont pas d'accompagnement. Donc on a imaginé comment, avec certaines ONG, comment on pouvait préparer notre venue pour expliquer que peut-être certains de leurs proches font partie de cette histoire-là. Donc toutes ces phases était intéressante à réfléchir. Et puis on s'est dit, mais
On montre le film, les gens ils vont voir cette histoire, et puis ils vont prendre ça dans la figure, et puis on va repartir, et puis ils seront comme ça avec leur histoire, ou des bribes de leur histoire. Donc en réalité, on vient, on les bouleverse, on repart, et puis on s'en lave les mains. Donc c'est pas possible. Et puis peut-être que les gens ils vont avoir des choses à dire sur cette histoire, puisque personne ne leur avait raconté avant nous. Donc il faut qu'on les enregistre. Donc l'idée, donc tout ça est monté en puissance. C'est-à-dire qu'on s'est dit, donc il faut qu'on recueille leurs paroles. Mais on ne va pas le faire nous, avec nos équipes, etc. Puisqu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient proches d'eux. Donc ensuite, on s'est dit, on va créer des partenariats. Donc il y a quoi sur Zone ? Au Sénégal, il y a une école de journalisme. Il y a aussi des formations de cinéma. Donc on a commencé à travailler avec l'école de journalisme. Donc des jeunes journalistes qui peuvent recueillir la parole, qui connaissent aussi la langue, etc. Et puis des jeunes qui travaillent sur le cinéma et qui peuvent cadrer, faire des images, du son. Et donc on a monté un partenariat pour que des équipes locales nous accompagnent, qu'on puisse recueillir la parole et que cette parole soit filmée, que ça soit des petites histoires, voire même un carnet de doléances, ou un cahier, je crois qu'on dit un cahier de doléances, et que les gens puissent exprimer ce qu'ils attendent aussi qu'on leur dise, puisque les corps de leurs enfants sont ailleurs. Et donc après on s'est dit, comment on fait circuler cette parole ? Vous voyez qu'on enchaîne d'une idée à l'autre pour se dire, comment on part d'une idée et tout devient compliqué. Et donc ensuite on s'est dit, cette parole, il faut qu'on la recueille et qu'on crée une plateforme et qu'on la diffuse quand on revient chez nous. C'est-à-dire qu'il faut que la parole elle soit pour eux, mais eux s'ils veulent nous dire des choses, c'est pour qu'on les fasse entendre ici. Enfin quand je dis ici, vous avez compris que c'est en Europe. Donc, et ben voilà, donc c'est en pleine phase cette campagne d'impact, puisque on a été bloqué par le Covid, mais on a pu recueillir de l'argent, on y reviendra. Et maintenant, on a tous les éléments, on est en train de faire traduire le film. En juin, la campagne va démarrer, et on filmera, et ensuite on recueillera la parole, et ensuite on va créer une plateforme, et ensuite on va essayer de faire circuler cette parole en Europe. Au moins en Europe, déjà. Et alors justement, en France, l'impact n'est pas vraiment développé. Donc du coup, comment vous avez réussi à établir une stratégie et voilà, avoir un petit peu une méthodologie, j'imagine Ouais, c'est vraiment ça. Alors, avant d'être une méthodologie, ça a d'abord été un grand tâtonnement, puisque les anglo-saxons ont l'habitude de faire des films qui impactent, et ils ont l'habitude d'aller chercher des fonds privés. Puisqu'alors, je vais être assez clair là-dessus. Faire un film, c'est déjà trouver de l'argent pour faire le film. C'est déjà compliqué. On n'a pas tout d'un coup des gens qui arrivent et qui nous donnent de l'argent. Bon, nous en Europe, et ici aussi, on fait de l'argent, des films, pardon, avec de l'argent en partie, de l'argent public, de l'argent des diffuseurs. Enfin, il y a une série de différentes sources. Cet argent est dédié au film. Je le redis, pour l'impact, ça doit être un autre budget. J'encourage les producteurs à ne pas mélanger les deux et à bien comprendre qu'un premier objet, c'est le film, le deuxième objet, c'est la campagne d'impact. Donc, deux objets, deux stratégies financières, on va parler des passerelles entre les stratégies financières, mais deux budgets et deux plans de financement. On ne raisonne pas avec l'argent du film pour financer l'impact, parce que l'argent du film doit aller au film. Et puis en plus, le film va servir pour l'impact, donc il faut qu'il soit bien, le film. Donc l'argent du film, c'est pour le film. Et en parallèle, on réfléchit à comment on va trouver de l'argent. Alors nous, on a eu la très grande chance d'avoir un projet qui, sur le papier, ne pouvait pas réassembler de l'argent, puisque alors des morts en Méditerranée qui allaient jamais être vivants de nouveau, c'était pas convaincant pour les financiers. Il se trouve qu'on avait un projet très fort. On avait trouvé et filmé dans les autopsies des photos, il y avait une lettre avec le I love you, il y avait des choses. En fait, on redonnait déjà une forme d'identité à ceux qui avaient été autopsiés par des éléments qui avaient été trouvés par les médecins légistes. Et donc, c'était tellement émouvant qu'on a été très suivis sur les financements du film. Et on a réuni des partenaires, non seulement français, bien entendu, mais aussi internationaux, et un grand nombre de partenaires internationaux. Ce grand nombre de partenaires internationaux, il y en avait 15, enfin il y avait 15 diffuseurs internationaux qui sont rentrés en préfinancement du film, et il y a eu aussi des fonds étrangers qui ont soutenu le film, notamment un fonds américain qui s'appelle Chicken and Egg Pictures. Donc cette stratégie qui était la mienne d'aller vraiment vers l'international sur ce film a permis d'avoir tout un tas de contacts et d'être aussi plus dans un mode de financement, on va dire, à l'américaine, c'est-à-dire d'aller aussi chercher des fonds privés. Ces fonds privés, ils ne peuvent pas toujours mettre sur le film, parfois oui, mais ils pensent à l'impact. Et donc il existe des fonds qui financent l'impact.
Et vu que moi j'ai toujours raisonné avec les deux budgets, en séparant bien les choses, on a aussi travaillé en parallèle, vraiment dès le début des financements étrangers, sur qui pourrait aussi financer l'impact, qui pourrait être intéressé. Et on a obtenu aussi, en préparant, il faut passer des étapes, soumettre des projets à des commissions, même internationales, qui peuvent financer. On a eu la chance d'être sélectionné à ce qu'on appelle Good Pitch, qui est organisé par des anglo-saxons de Doc Society, qui, eux, sont une ONG spécialisée, une organisation, en tous les cas, non lucrative, spécialisée dans les films d'impact. Et quand on est sélectionné, on bénéficie de leur réseau, leur connaissance des financiers internationaux, et ils nous accompagnent dans la recherche des financements. Donc la grande chance pour nous, Good Pitch en ce moment avec le Covid n'a pas lieu, mais à l'époque, il y avait le Good Pitch une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Nous, on a été sélectionnés, il y avait 6 projets par an, et on a bénéficié pendant 1 an de leur accompagnement, et on a pu rencontrer du coup des fondations, présenter le projet à des gens qui ont de l'argent, parce que les anglo-saxons investissent parce qu'ils défiscalisent. Donc ils investissent dans des causes humanitaires ou dans des causes X ou Y, parce que ça, voilà, c'est un système qui est en place chez eux, qui est moins en place en France. Et donc, on a pu avoir ces financements. Et puis, on a fait aussi une campagne participative. On a aussi cherché de l'argent par nous-mêmes. Hein. Et alors, justement, il y a à la fois le financement, on y reviendra après, mais dans les partenaires, c'est pas seulement le financement. Ils peuvent aussi apporter autre chose que le financement, donc une logistique ou peut-être une médiatisation. Oui, alors là, je vous montre on y reviendra parce qu'on a un site pour la campagne d'impact. Mais et justement, ça c'est important, le site pour la campagne d'impact. Oui, parce que c'est bien de regrouper à un endroit à la fois les objectifs de la campagne, la possibilité de faire un don, les soutiens. On a la comédienne Corinne Maziero là qui soutient le film et elle fait un petit clip pour soutenir le film et la campagne d'impact. Et puis, on met à jour nos actions. On peut toujours rester connecté parce que la campagne d'impact, elle dure pendant encore plus longtemps que le film. Alors là, je voulais montrer juste les soutiens. On a réuni pas mal de partenaires autour de la campagne d'impact. Donc, Oak Foundation, qui est donc le partenaire financier principal de la campagne d'impact, qui lui a vraiment soutenu très, très fortement à la fois le film, puisqu'ils ont donné de l'argent pour la production du film et de l'argent pour la production d'impact. On a la CIMAD, qui n'a pas donné d'argent, mais qui a été un réseau de gens partout en France et en Europe pour soutenir le film et organiser des projections, puisque évidemment le film, une fois qu'il a été fini, a été un outil énorme pour la campagne d'impact, puisqu'on a organisé des projections dans beaucoup d'endroits, parfois des projections simultanées, des projections avec débat, et ça permettait de faire vivre la campagne d'impact. SOS Méditerranée, qui a été un de nos partenaires, pareil, sans donner de l'argent, mais en mettant ses bénévoles et son organisation, en se servant du film eux-mêmes, pour communiquer sur la tragédie en Méditerranée. Et à la fois, à chaque fois qu'on faisait des projections avec débat, ils soutenaient notre campagne d'impact. Pareil pour Help Doctors et pareil pour EPRI. Donc, il y avait des financements, un gros financier, des financements participatifs. On a fait une campagne, bon, en plein Covid, mais on s'en est sorti quand même. Et merci à Corinne Maziero qui a mis pas mal d'argent sur le film, enfin sur la campagne d'impact, pardon. Et puis des donateurs, il y a eu des généreux donateurs aussi, des gens qui veulent rester anonymes mais qui ont soutenu. Parfois vous rencontrez des gens, en fait ils sont riches et ils soutiennent quand même les migrants en Méditerranée. C'est parfois un peu anachronique mais ça existe. Et puis tous ces soutiens, c'est des gens qui font circuler en fait et qui nous aident aussi à mettre en place le cinéma mobile. Et alors du coup, vous avez réussi en termes là pour le coup de financement à réunir combien et au bout de combien de temps ça s'est passé? Alors, il faut d'abord dire qu'on a fait un film qui a eu un très gros budget. Donc donc très gros budget parce qu'on a eu beaucoup de partenaires. On va dire que pour un premier film documentaire, c'était un film très financé. Heureusement, puisqu'on a mis 4 ans pour faire le film et qu'il a fallu aller dans je ne sais combien de pays, et on avait un film et un tournage en 9 langues différentes, donc c'était très très compliqué. Mais cette multiplication des partenaires nous a permis quand même de rayonner et donc d'obtenir tous ces soutiens, plus le participatif, etc. Donc on est arrivé à réunir 100 000 € pour la campagne d'impact, ce qui est parfois plus qu'un budget de film lui-même. Il y a beaucoup de films qui se font avec, films documentaires j'entends, avec un budget qui est à peu près de 100 000 €, et donc on avait un budget de 100 000 €. Aujourd'hui, on a un budget autour de 100 000 € pour cette campagne d'impact.
Et alors là, donc, tu parlais du cinéma mobile, hein, donc je crois que c'est en juin, c'est ça, au Sénégal, le premier. Mais est-ce qu'il y a du coup d'autres choses également qui sont mises en place grâce à l'impact, à la campagne? Non, alors la première chose, c'est que le film, quand il a existé, il a rayonné en festival. Donc des festivals spécialisés dans le documentaire, mais aussi des festivals de droits de l'homme et des festivals sur la question des migrations. Pour nous, ce qui était très important, c'est qu'il aille aussi dans ces festivals-là et qu'il aille sur des territoires qui étaient les territoires d'où partent les gens qui veulent migrer. Ouais, ouais. Donc le Moyen-Orient, toute l'Afrique, une partie de l'Asie. Donc pour ça, on avait d'ailleurs le soutien, mince, j'ai oublié leur nom, mais enfin d'un festival spécialisé dans l'immigration et qui a fait rayonner et des projections avec débat dans 100 pays. Donc mine de rien, même si c'est des petites projections à chaque fois, il y a l'écho du film, il y a l'écho de la campagne, et la présence du film dans tous ces pays-là, la centaine de pays, ça a été vraiment très fort. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on fait quand même, nous, on est avant tout, on n'est pas une ONG. On est avant tout des filmmakers. On est des gens qui fabriquent des films. Donc ce qui était très important, c'est que le film, ce qu'il dit, ce qu'il montre, puisse circuler le plus largement possible, et pas uniquement en Europe. Ou faut qu'il soit montré le plus possible déjà à la base pour commencer. Exactement. Et dans des territoires où les films ne vont pas. Ouais. Donc pour nous, ça, c'était très fondamental. On a aussi organisé une série de projections débats sur le territoire européen, là où justement les décideurs ne décident rien. Donc c'était vraiment très important pour nous d'être sur ces projections débats. Elles ont circulé en Europe. On a même, avec SOS Méditerranée, organisé une projection débat dans plusieurs villes à la même date, le même jour, avec des volontaires et tous les membres de l'équipe et les personnages aussi du film étaient présents à Rennes, à Paris, à Saint-Étienne, à Marseille, à Munich, je crois, enfin en Allemagne, en Suisse. Enfin, on avait une coïncidence de date pour cette projection-là. Avec le même jour, donc on a aussi pu faire beaucoup de presse parce qu'on était tous interviewés les uns les autres dans les radios locales, mais aussi sur France Info, etc. etc. Donc on essaye de faire des actions comme ça où parfois le film est diffusé de manière coïncidente dans plusieurs villes, et dans plusieurs villes européennes, pour rappeler que la question n'est pas réglée. Donc ça, c'est vraiment des stratégies de diffusion, mais c'est la première des stratégies. Ouais, à voir. Et la deuxième stratégie, c'est celle qu'on organise. Ensuite, on en a une troisième qui sera ce que j'évoquais tout à l'heure, pouvoir recueillir la parole et cette parole-là, la ramener aussi de nouveau là où les choses sont censées se décider pour avoir, on va dire, des éléments en plus pour que ça bouge, puisqu'évidemment le film ne suffit pas. Donc il faut toujours essayer de remobiliser les consciences, rééveiller les décideurs politiques sur ces questions, etc. Et faire entendre aussi la voix de ceux à qui on ne donne jamais la parole. Donc il y a vraiment le temps du film, mais il y a aussi vraiment le temps de l'impact qui en fait peut durer plusieurs années. Plusieurs années. Oui. Madeleine Leroyer, donc la réalisatrice, m'expliquait que c'était comme un bébé, c'est-à-dire que ça vit, mais ça continue de grandir en fait. Et alors Madeleine, qui est la réalisatrice, mais qui a aussi pris en charge la campagne d'impact. Très honnêtement, je pense qu'avec mon accompagnement, mais très honnêtement, je pense qu'elle était la mieux placée pour le faire. Parce que on ne peut pas faire une campagne d'impact si on ne connaît pas non plus les personnages du film, si on n'a pas créé des liens très étroits avec les territoires sur lesquels on a filmé, les villages dans lesquels on s'est rendu. Venir leur redire qu'ensuite on va revenir avec le film, avec un cinéma mobile, c'est quand même plus facile si on les a déjà rencontrés et créé un climat de confiance. Et puis elle avait le thème même que porte son film chevillé au corps, et donc elle pouvait déplacer des montagnes, ce qu'elle a quand même en grande partie fait, et je dirais qui mieux qu'elle pouvait le faire. Donc c'est sûr qu'elle était extrêmement investie, et donc on dit toujours qu'elle est la réalisatrice du film et qu'elle est l'impact producer de l'impact Numbers into Names. Et c'est vrai parce qu'elle en a fait la démonstration. Mais ça l'a tellement intéressée et on a tellement eu besoin de se former, nous les Français, là-dessus, que du coup, on a fait, par le biais de Good Pitch, toute la formation sur la question d'impact. On a été à Genève aussi au Festival des droits humains dans j'allais dire le stage, mais leur événement sur l'impact.
qui nous a permis d'ailleurs de créer des partenariats avec Médecins sans frontières sur place et qui ont été très actifs aussi en Suisse pour soutenir la campagne. Et on a un peu défriché, notamment dans la zone francophone, tout ce qu'on pourrait faire. Et c'est vrai que Madeleine est à l'origine de la naissance de l'Impact Social Club, dont je suis membre du conseil d'administration. C'est donc une association, si je ne me trompe pas. Alors qu'il y a une association qui essaye, avec les filmmakers francophones, donc français, belges, suisses, et puis qui voudraient rejoindre, de faire comprendre l'impact, de le défricher et surtout de créer un réseau, comme ont fait les anglo-saxons, pour financer les campagnes. Donc de convaincre les fondations, la fondation Daniel Mitterrand, enfin, on pourra en citer 1000, il y a plein de fondations en France, mais elles investissent sur des projets, pas toujours sur les campagnes d'impact des films, elles connaissent pas bien encore tout ça. Donc l'Impact Social Club sert aussi à lobbyer, j'allais dire, pousser un peu les portes pour dire aux diffuseurs français que peut-être ils pourraient avoir une petite enveloppe, organise des rencontres avec des financiers possibles pour faire savoir qu'en France, il y a beaucoup de filmmakers qui veulent faire de l'impact et qui veulent le professionnaliser. Et donc Madeleine est une des membres éminentes de cette association. Mais qui a déjà bien bossé, ils bossent bien là. Et alors justement, donc on sent que Madeleine aussi donc a été accompagnée, donc elle a eu une formation, mais j'imagine qu'elle a aussi beaucoup appris des erreurs qu'il fallait certainement pas faire dans une campagne d'impact. Donc est-ce que on n'en a pas fait tellement. Vous n'avez pas fait tellement. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner de quelqu'un qui veut se lancer là-dedans justement, et peut-être des choses à éviter, des choses à faire tout de suite, des choses à faire plus tard Alors ce qui est sûr, c'est que la meilleure des... Il me semble qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est la temporalité. Je pense que c'est tellement long de... D'abord, c'est long de financer un film. C'est long de faire un film. Et c'est long de trouver de l'argent pour accompagner un film. Et pour accompagner de l'impact. Donc en fait, vu que tout est long, une fois qu'on a fait son film, on est épuisé. Parce que les réalisateurs sont épuisés à la fin des films, c'est normal, ils ont accouché d'un film. Si là, ils doivent retrouver de l'énergie pour trouver l'argent pour l'impact, ils vont se décourager. Donc moi, je dirais que dans la temporalité, il faut aller essayer de mener, enfin d'être intelligent entre je développe le film et je commence à, si je veux faire un film d'impact, je commence à travailler sur la question de l'impact. Donc je fais quoi? Je cherche des alliés, je cherche des soutiens. Je regarde s'il existe déjà une association. Parce que, en fait, nous, on fait des films. Et en parallèle, dans la vie civile, il y a des tonnes de gens qui développent des choses avec des associations, qui ont des années d'expérience, qui se sont déjà heurtés à plein de problématiques et qui ont une expérience qui est plus forte que la nôtre. C'est pas parce qu'on a une idée et qu'on veut faire un film et de l'impact qu'on va être champion du monde de l'organisation d'une ONG derrière. On n'a pas vocation à faire des ONG. Donc il faut déjà voir tout ce qui existe et associer d'une manière ou d'une autre, ou susciter l'intérêt d'une manière ou d'une autre de l'existant vers le projet qui est le nôtre. Il faut que le producteur soit totalement en accord avec le réalisateur sur cette logique de l'impact. Il faut que là, vraiment, le couple producteur-réalisateur fonctionne très bien là-dessus, puisque le producteur va prendre la décision en amont que quand le film existera, il ne pourra pas toujours vouloir que quand le film sera projeté dans le cadre de l'impact, cette projection lui rapporte de l'argent. Ouais. Excusez-moi, c'est très important comme point, mais nous, à Little Big Story, nos films ne sont jamais diffusés, sauf en compétition dans les festivals, mais quand ils sont dans certains festivals, etc., il y a toujours un fee, c'est-à-dire il y a toujours de l'argent qui revient au producteur. C'est normal que le film ait une vie longue et rapporte de l'argent. En l'occurrence, ici, c'est pas le cas avec 387, puisque c'est une projection gratuite et que on est heureux de présenter le film, et donc c'est sans fee. Et puis parce qu'on parle de la campagne d'impact, mais le film, il faut que le producteur soit d'accord pour que ce soit un outil pour la campagne d'impact. Nous, par exemple, on a mis en place un système qui était que le film, quand il est diffusé, dans le cadre de la campagne d'impact, il y a une partie de l'argent qui est générée par le film, qui reviennent à la campagne, et une partie de l'argent qui reviennent à Madeleine, puisqu'elle porte la campagne, et qu'il faut aussi qu'elle puisse être rémunérée pour le temps qu'elle consacre à cette campagne.
Donc ça fait partie, excusez-moi d'être très prosaïque, mais il faut parler d'argent, puisque sans argent, on ne peut pas le faire. Et quand ça génère de l'argent, il faut que ça soit redistribué pour bien venir permettre qu'elle se poursuive, cette campagne, et que personne ne s'épuise. J'en reviens aux associations. Il y a des milliers d'associations. On est dans un pays où beaucoup de gens font des choses de manière bénévole. Donc il faut que ces associations, les identifier et les réunir autour du projet. Et si on le fait tôt, eh ben, elles vont soutenir le projet. Et elles vont avoir des idées et mettre en contact les filmmakers avec des gens qui peuvent éventuellement soutenir avec de la logistique et puis peut-être soutenir avec des financements. Mais la logistique, ça peut être déjà super, hein. Et alors justement, comment faudrait aujourd'hui développer cette filière-là en France notamment? Alors c'est Khadija qui aurait pu plus répondre que moi. À cette question. Mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne suis pas des plus optimistes sur comment on finance l'impact. Je veux pas. Nous, on a une campagne qui est très financée, donc je veux pas que tout le monde puisse penser que on va tous réussir à avoir 100 000 euros de budget sur une campagne d'impact, parce qu'il faut déjà, pour beaucoup de films, réunir 100 000 euros pour faire le film. Donc, nous, on avait un film qui était un premier film, mais qui avait quand même 750 000 euros de budget. Donc, on était sur des budgets très élevés de films, et donc c'est logique qu'on ait réuni un budget d'impact aussi élevé. Mais quand même, il faut trouver du cash. Je le redis, on ne peut pas faire de l'impact. Et donc, comment on développe la filière ça, c'est plus les impact producers qui doivent intervenir là-dessus, mais ils se professionnalisent, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ils ont pris conseil avec Doc Society, qui est basé à Londres et à Amsterdam. Ils ont beaucoup de contacts avec les Américains qui ont professionnalisé, et donc ils font le lobbying, et on essaye de réfléchir à des outils pour défiscaliser, parce que l'impact, ça doit être financé avec de l'argent privé, et l'argent privé en France, il n'a pas le même intérêt, la même légèreté que dans d'autres pays où c'est une défiscalisation. Donc effectivement, il faut trouver de l'argent privé. Il ne peut pas y avoir que des amis millionnaires qu'on aurait croisés un jour dans une projection. Donc il faut trouver des gens qui sont prêts à donner pour aller soutenir. Mais c'est un travail de fond que notamment l'Impact Social Club fait. Et puis aujourd'hui, certains festivals, le FIFO a été vraiment un des premiers festivals à parler de la question d'impact. Après le FIPADOC à Biarritz, moi j'avais fait une intervention parce qu'on était les pionniers sur l'impact, donc j'avais fait une grosse intervention il y a 3 ans, et depuis il y a une mise en place de formation des filmmakers sur l'impact, et on avait fait inviter justement Doc Society. Il y avait eu l'espoir là en zone Pacifique d'un Good Pitch Pacifica, et j'espère vraiment qu'il verra le jour, Suliane, puisque tu étais au cœur de cette question. Voilà, on a vécu une période Covid très compliquée qui empêchait les gens de circuler, qui a donc empêché l'organisation des Good Pitch. Donc voilà, j'ai bon espoir quand on sera sorti de la période Covid que tout ça se remette en place, mais je pense qu'il faut voir ça quand même à moyen terme, quoi. C'est très compliqué. Et alors, je rajoute un point, c'est d'autant plus compliqué en France où on bénéficie pour faire nos films d'argent public. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que les anglo-saxons, ils ont cette culture du financement privé parce qu'ils ne financent pas les films avec des fonds publics. Ils n'ont quasiment personne, à part PBS qui investit dans quelques films, mais très peu. Ils font leurs films à fonds propres, ils sont souvent d'ailleurs réalisateurs et producteurs eux-mêmes. Ils avancent l'argent et puis ils se mettent en configuration pour présenter le film à Sundance. Tout leur calendrier est calé là-dessus. Et puis quand ils ont une projection à Sundance, après ils vendent le film à un distributeur et après ils remontent leur budget. Mais donc ils vont chercher aussi de l'argent privé pour aller financer leur film. Et donc ils vont aussi chercher de l'argent privé pour l'impact parce qu'ils ont l'habitude d'aller chercher de l'argent privé. Nous, on a la chance d'avoir un système de financement public, mais qui du coup sur l'impact vient un peu nous changer nos habitudes. Et vu que moi, j'ai pas de mal à aller chercher de l'argent privé, je n'avais pas de problème à le faire. Voilà. Et alors justement, l'impact, c'est à la fois l'investissement de toute une équipe, hein, on le voit bien sur Number 387, mais c'est aussi demander aux téléspectateurs de s'investir également derrière, justement. Alors ça, c'est la bonne question, parce que les diffuseurs, notamment français, sont pas super au taquet sur cette question. Je le dis parce que je crois qu'il y en a dans la salle, mais c'est vrai que c'est vachement difficile de faire comprendre au moment de la diffusion que, par exemple, ça pourrait être pertinent de mettre le lien de la campagne d'impact sur le site de la chaîne pour
que le diffuseur participe aussi de l'impact. Et c'est vrai que les diffuseurs français qui ont quand même un public très large, et il y a encore beaucoup de monde qui regarde du documentaire et sur France Télévisions et sur Arte, parfois ils pensent que en fait, la diffusion et l'aspect large de la diffusion va suffire à impacter. Or, en fait, et puis, France Télévisions, par exemple, là, en l'occurrence, moi, c'est un film pour Arte, mais je travaille beaucoup avec France Télévisions. France Télévisions pense que parfois, ils mettent à l'antenne en ayant vraiment annoncé les films, et donc que ça va impacter. Et puis, du coup, ils ne voient pas toujours l'intérêt à s'associer à la campagne d'impact. Mais les choses bougent. Je ne peux pas parler que de 387. Moi, j'ai produit un film qui s'appelle Lady Sapiens, qui est un film... qui est aussi un film en réalité virtuelle, qui est aussi une série sur l'Umni, qui est aussi un partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle. Donc le film, le projet, raconter l'histoire des femmes sapiens et raconter leur histoire, qui ont donc enfin raconté, ça s'est fait sous plein de formats, donc pour plein de publics, avec un partenariat avec France Télévisions qui a été formidable. Puisque, évidemment, tout le monde était mobilisé pour qu'il y ait aussi les pastilles destinées aux enfants pour l'Umni, enfin, avec l'Umni. Voilà, on est allé chercher tous les publics. Le public classique de l'antenne pour le film, le public plus jeune pour la VR et qui est au Musée d'Histoire Naturelle, le public enfant avec l'Umni, etc., etc. Et en plus, on a fait un livre aux arènes et qui est traduit dans je ne sais combien de pays. Donc là, on a... Le rôle du diffuseur est formidable. On n'avait pas décidé de faire une campagne d'impact en plus du film, mais nous, on savait que le film, avec 4 objets, le livre, on impactait. Et on a hyper impacté, parce qu'on a fait une audience de dingue, qui était la meilleure audience de la classe science historique. Mais, donc, un film peut lui-même déjà jouer le rôle de la connaissance et de l'impact dans la société. Et là, ils ont joué le jeu parce qu'ils étaient très très partenaires de tout ça. Et je crois qu'on n'avait pas besoin de faire en plus une campagne d'impact, mais on avait un raisonnement d'impact producer. C'est parce que dès le départ, on savait qu'avec ce projet, il fallait qu'on ait le maximum d'objets. Et alors justement, donc, les diffuseurs ont véritablement un rôle à jouer dans le développement de l'impact. Absolument, et notamment Catherine Alvarez à la direction des documentaires France Télévisions en a tout à fait conscience. Elle a aussi des films coup de poing. Elle sait à quel point le documentaire change les mentalités. Donc oui, des discussions. Je crois que l'Impact Social Club discute avec Arte France sur cette question-là. Donc oui, ils savent très bien. Le documentaire est encore un genre que le public adore. Et vient voir, surtout. Donc, mais voilà, ce qui est difficile, c'est faire comprendre qu'au-delà du film, au-delà de l'antenne, il peut y avoir des stratégies qui sont multiples et variées. Et qui peuvent être aussi la création d'une association qui va défendre autre chose, qui va ramener le film dans le territoire, etc. Mais je pense que là, il y a des équipes qui sont prêtes à entendre tout ça dans les télévisions françaises. Mais voilà, en tous les cas, nous, on sera là pour redire à quel point ça compte. Et alors toi, en tant que productrice, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'impact ? Bah, ça m'a apporté que mon rôle de productrice soit complètement cohérent avec mon être citoyen. Là, je veux dire, moi je fais des films, nous on fait des films à Little Big Story qui ne sont que des films qui veulent être des marqueurs politiques. Donc évidemment l'impact c'est presque dans notre ADN. Mais d'avoir appris tout ça avec les anglo-saxons, ça a tout changé. D'abord parce que j'ai rencontré des gens d'une intelligence remarquable, je le redis, Doc Society, c'est plus intelligent, ça n'existe pas. Et surtout, j'ai appris une autre façon de concevoir le rapport au film. Et donc, ça m'a ouvert énormément de petites fenêtres dans mon cerveau. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une aisance, nous, à penser les films comme des films qui doivent impacter. Je reprends l'exemple de Lady Sapiens. Je ne suis pas sûr que si j'avais fait tout ce que j'ai fait en amont, j'aurais pensé immédiatement à vouloir faire de Lady Sapiens une démultiplication d'objets. Ça m'est très naturel maintenant. Donc c'est sûr que l'impact, ça ouvre plein de possibilités aussi pour les producteurs de repenser le rôle du film. Aujourd'hui, quand on te propose des projets, tout de suite, tu vas visualiser ou non si effectivement il pourrait y avoir une campagne d'impact dans le film. Oui, alors je le dis d'autant plus, c'est un peu bizarre là, parce que normalement c'est Khadija qui aurait dû m'interviewer, et donc je devais parler de ton film. Mais en effet, Suliane, tu fais un film que je produis, et qui est un film qui s'appelle Les Oubliés de l'Atome, et qui, quand on l'a pensé dès le début, et qui est pour France Télévisions, quand on l'a pensé dès le début, on a tout de suite
penser que le film, il faudra et il faut associer une campagne d'impact. Et donc ça, et on y pense encore, on a été bien freiné par le Covid, mais ça, c'est extrêmement inhérent à ton projet. Il était évident que ce projet, 2 mots sur le projet pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, ça s'appelle Les Oubliés de l'Atome, et c'est comment, en fait, évidemment, les essais nucléaires n'ont pas rayonné qu'ici, mais dans toute la zone océanienne, et comment, si les États ont cru s'être débarrassés de la question avec le décès des vétérans, en réalité, il y a de l'impact sur les nouvelles générations, et il y a des gens qui se mobilisent un peu partout sur la zone océanienne pour faire valoir que tout ça a existé et continue et ne lâche pas cette problématique et continue d'essayer d'avoir la vérité. Et c'est plutôt des jeunes générations parce qu'aussi les jeunes générations et les enfants sont encore impactés avec des problématiques génétiques qui émergent aujourd'hui. Donc, et l'intérêt du projet de Suliane, et c'est pour ça que pour moi c'est un film qui peut impacter, qui n'est pas un film que sur la Polynésie française, c'est qu'on se pose la question des Marshall, on se pose la question des autres îles, où chacun a vécu d'une certaine manière la même histoire, mais personne ne s'est mis en relation. Et aujourd'hui, il y a des gens plus jeunes qui se disent, mais si on se connectait les uns aux autres, parce qu'au fond, on a vécu la même histoire. Mais c'est ça l'impact, c'est pas seulement, enfin dans un film, c'est pas seulement raconter une histoire et après on en termine, ça y est, c'est bon, on a raconté notre histoire, c'est terminé. C'est derrière, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va provoquer comme dynamique, comme parfois fédération, c'est-à-dire comment fédérer les gens. Donc c'est ça en fait l'impact. C'est pas seulement raconter un film, c'est derrière il y a quelque chose qui se passe, c'est pas terminé. Oui, alors moi je reviendrai bien pour répondre à ta remarque sur la question des enfants. Oui. Alors moi j'ai plus accès à mon truc là. Est-ce qu'on peut avoir le mot de passe potentiellement de l'ordinateur? Parce qu'en fait, nous, dans la campagne Numbers into Names, il y a un livret pédagogique. Et en fait, on a fait pas mal d'interventions dans les écoles sur la question de la disparition des migrants. Et on a préparé un livret pédagogique qui a été notamment préparé avec nos coproducteurs en Belgique. On avait un coproducteur belge et un coproducteur italien. Et on a travaillé sur le livret pédagogique pour pouvoir montrer le film au collège et au lycée. Moi, par exemple, à mon retour de Tahiti, j'interviens dans un lycée qui est le mien, qui est celui où j'ai fait mes études. Et je vais intervenir sur ils auront vu 2 films, Lady Sapiens et Numéro 387. Et dans les 2 cas, pour l'un, j'ai les objets Looney, donc des éléments pédagogiques. Et dans l'autre cas, pour Numbers into Names, j'ai un livret pédagogique qui nous a donc... Alors attendez, parce que moi, sans lunettes, il ne se passe plus rien. Alors, donc là, on a avec le site, donc le site existe, on pourrait le dérouler sur les actions, etc. Mais on a un site qui s'appelle Ressources pédagogiques. Enfin, on a un onglet si j'y arrive. Et donc, on a tout un livret, donc livret pédagogique. Je vais cliquer dessus si j'y arrive. Et ce livret, il sert dans les écoles, il permet d'accéder au film en ayant une préparation pour les enseignants. C'est-à-dire pourquoi ce livret, etc. Et on décrit pourquoi on a fait le film, ce qu'on va faire, la campagne qui va être associée au film, etc., etc. Et alors, nous, c'est un film avec 800 morts, donc c'est pas vraiment pour les scolaires, mais c'est à partir du collège, pour ce film-là. Pour Lady Sapiens, vu qu'on a les pastilles Lumni, on peut intervenir dans les écoles primaires. Et là, en l'occurrence, je vais intervenir dans un lycée, parce qu'il y a aussi la version film. Mais on est très attachés. Je vous ai raconté le cinéma mobile, comment on retourne en Afrique, comment on mène toute cette campagne de dingue. Mais nous, on est très attachés à tout simplement, avec un livret pédagogique, donner accès au film à des populations plus jeunes. Et pour tout vous dire, avec Madeleine, on a lancé un nouveau film qui est un long métrage documentaire animé et qui sera fait avec Vivement Lundi, qui part aux Oscars pour Flea. Et nous, notre projet, c'est un film qui sera un film que les enfants aussi pourront regarder. Donc c'est assez compliqué de faire un film que toute la famille peut regarder sur une thématique qui est hyper dure. Mais on a la question, on s'interroge beaucoup sur comment permettre au jeune public d'accéder. Ça, c'est aussi de l'impact. Ouais. Le grand festival à Amsterdam qui s'appelle l'IDFA a une section jeunesse désormais, c'est-à-dire des documentaires qui s'adressent aussi aux plus jeunes. Et moi, je sais que je réfléchis beaucoup à comment on permettrait au jeune public de se former à regarder des documentaires. C'est-à-dire que s'ils commencent à en regarder tôt, c'est gagné, quoi. C'est une mécanique. Parce que voilà, ils regarderont des documentaires quand ils seront adultes. Et puis, il y a des thèmes qui peuvent être passionnants à être traités en documentaire et il faut qu'ils y aient accès.
Donc c'est une vraie question. Et pour moi, l'impact, c'est pas que mener une campagne d'impact avec un budget un peu important, etc., et créer des cinémas mobiles, etc. Ouais. C'est aussi comment, tout simplement, on donne accès au film. Et ça, on peut le faire avec le diffuseur. Il y a plein de films où on pourrait faire, en plus, un livret pédagogique. C'est un peu cher quand même. Ça coûte 3-4 000 euros de le faire quand on est en Europe, parce qu'il faut que quelqu'un nous aide à repenser le truc, à mettre en place tout ça. Mais c'est un outil super qui permet d'avoir une diffusion large d'un film à d'autres publics, et encore, je le redis, au public jeune. Donc on sent bien qu'il y a vraiment une association indissociable entre producteurs, réalisateurs et diffuseurs pour... Ouais, en tous les cas, je pense que c'est ce qui serait le plus... Enfin, ça serait comme une sorte de schéma idéal, ouais. Est-ce qu'il faut faire forcément un film avec un gros budget pour pouvoir faire un film d'impact? Non. Évidemment, nous, on a l'exemple d'un film avec un très gros budget et une campagne avec un gros budget. Bien sûr que non. Ce qui compte, c'est de faire un bon film et d'avoir pensé justement à sa stratégie de diffusion. En plus de son diffuseur si c'est un film pour la télévision, et en plus de la salle si c'est un film pour la salle, il y a 1001 réflexions à avoir sur où on diffuse les films. C'est comme ça aussi qu'on impacte. Par exemple, un film peut très bien être un outil de réflexion pour les universités. Donc, et donc il dure. Il peut avoir une vie très longue, donc on n'a pas besoin d'avoir un film à immense budget. Ce qui compte, c'est que le film porte quelque chose de suffisamment fort, d'une thématique qui peut être une thématique d'aujourd'hui, au cœur des réflexions qui peuvent être celles de l'université. Les Américains le font beaucoup. Il y a des circuits aux États-Unis, par exemple, grâce à Women Make Movies, par exemple, qui diffusent vos films. Alors, il faut être une femme réalisatrice pour qu'elle le fasse, mais elles ont tout ce circuit qu'on appelle le circuit educational, et qui est... faire circuler les films dans les grandes facs américaines. Il y a 50 États, donc il y a plein de facs, pour que les étudiants se servent du film comme un outil de réflexion autour de thèmes sur lesquels ils travaillent. On a vu un très beau film ici dans le festival qui s'appelle 140 km loin du paradis. À l'ouest du paradis. Ouais, ou à l'ouest, ouais, pardon. À l'ouest du paradis. De mon point de vue, mais je ne suis pas la productrice de ce film, j'en ai été la spectatrice. Pour moi, c'est un film qui devrait circuler dans les universités américaines. D'abord parce que c'est Exxon, et puis parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la question du droit, on fait quoi de la propriété, comment... Enfin, et puis c'est des questions contemporaines, postcoloniales, qui sont vraiment... Mais donc j'ai pensé immédiatement aux facs américaines qui pourraient s'emparer de ça parce qu'Exxon est une entreprise américaine. Mais donc l'impact, c'est comment on fait circuler le film, où on l'amène, comment on réfléchit là où on l'amène, et parfois on ne peut pas l'amener là où il y a la télévision. Parce que nous, dans nos villages mauritaniens ou maliens, ils n'ont pas Arte. Ou ils n'ont pas un des 15 diffuseurs qui étaient en préachat sur ce film. Même Al Jazeera en arabe, ils ne l'ont pas. Et pourtant, on avait Al Jazeera en arabe. Donc c'est pour ça qu'on fait un cinéma mobile. Mais ce qui m'importe, c'est comment on amène le film le plus loin possible. Et parfois, il suffit que ça soit un endroit où il y a 30 personnes. Moi, ça m'importe. Donc ça paraît quand même essentiel que dès le départ, il faut établir une stratégie. C'est un mot que tu as utilisé plusieurs fois. Donc la stratégie est vraiment primordiale avant même de se lancer, quoi. Mais en fait, ça sert à ça, un producteur. Ouais. Les gens ne le savent pas, mais pour certains. Mais oui, ça sert à avoir des stratégies. Des stratégies pour le film. Puisqu'on fait un objet qui ne doit pas aller après sur une étagère. Ce qui compte, c'est qu'il circule pendant des années. Parce qu'il y a énormément de films documentaires qui ne se périment pas, dont le propos, l'intention de l'auteur est toujours vraie des années après, parce que soit rien n'a bougé, malheureusement, même la circulation du film n'a pas servi, soit parce que ce dont il parle résonne toujours avec l'époque. Et donc le film peut encore être utilisé pour débattre, parce que les films, c'est aussi des objets qui permettent, c'est des œuvres, mais c'est aussi des objets qui génèrent le débat. En tous les cas, les films documentaires. Et ça, c'est formidable. Donc... la stratégie du producteur, c'est le financement, c'est l'artistique, mais c'est aussi la diffusion. Et ceux qui oublient la logique de diffusion, à mon avis, passent à côté de presque tout leur catalogue. C'est-à-dire, pourquoi produire des films pour qu'ils ne circulent pas longtemps ? Moi, je réfléchis beaucoup en amont, mais je réfléchis beaucoup à comment ils vont circuler le plus longtemps possible.
On va terminer un petit peu par une question toute simple. Tu nous as parlé de l'association donc Impact Social Club. Ouais. Est-ce que, par exemple, pour le public qui est là, est-ce que tu aurais des noms à nous donner, des sites où il faudrait aller pour se renseigner, pour que les gens puissent se dire, bon, ben, ça m'intéresse, où je peux aller, par où je peux commencer? Eh ben, l'Impact Social Club, c'est un bon truc parce que... si vous parlez anglais, le site de Doc Society. Mais nous avons ici la chance d'avoir Olivier, qui est traducteur, qui est au premier rang en plus et qui fait une photo, mais qui a, lui, traduit, parce que les gens de Doc Society, qui sont donc basés, qui sont des anglo-saxons, ont fait une sorte de livre avec tout ce qu'on peut penser, enfin comment on pense une campagne d'impact et tous les réseaux possibles, toutes les pistes qui pourraient être celles des soutiens, des financements, etc. Et il y a eu une traduction. À l'époque, on était au FIPADOC, on avait lancé l'impact. Voilà, il y a des gens, des bonnes âmes qui ont bien voulu traduire, et donc il existe une version française. Et je pense qu'elle est accessible sur le site de l'Impact Social Club, me semble-t-il. Mais Khadija n'étant pas là, je peux pas le... Elle le sera à la fin du mois. Donc on est vraiment très coïncidents en étant au FIFO et en parlant de ça. C'est vraiment parfait. Voilà. Mais en tous les cas, et donc c'est une énorme Bible dans laquelle vous allez avoir des milliards de conseils, quoi. Et donc ça, c'est vraiment, à mon avis, la clé numéro 1. Et puis surtout, faites des films, hein, c'est ça qui compte. Donc, c'est avant tout ça. Bah oui, il faut faire des films et puis voilà. Et puis les pousser, les relayer. Et bien s'entourer, parce qu'on sent que l'accompagnement est quand même essentiel. Oui, faites des films et choisissez bien vos producteurs. Voilà, merci beaucoup Valérie Montmartin.